Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Smart Job, c'est l'émission RH Emploi de Bismart. Très heureux de vous retrouver comme chaque jour. L'émission est en direct du lundi au vendredi. Bien dans son job, on va s'intéresser à la digitalisation. Oui, c'est un outil qui aide les ressources humaines, les directeurs des ressources humaines. On recevra un expert dans quelques instants sur notre plateau. Working Progress et leurs invités à la rencontre d'entreprises, alors qui sont souvent originales, détonnantes. Et alors cette fois-ci, vous verrez, c'est une entreprise qui a décidé de ne pas faire comme les autres du tout. On va la découvrir dans quelques instants. Et puis, comme chaque vendredi, les experts de Bismart pour commenter l'actualité. Évidemment, actualité complexe, rentrée difficile, avec un chômage partiel qui va être prolongé jusqu'à l'été prochain. Et puis, un conseil de défense, évidemment, que tout le monde attend parce que le nombre de cas Covid a explosé ces derniers jours. On fera le point avec nos invités. Puis, comme chaque vendredi, le livre de Smart Job. On s'intéresse là à un livre qui s'appelle Dream Team. Oui, parce qu'il a pensé à la Dream Team, vous savez, du basket 92, l'équipe Jordan, et il nous donne les recettes pour bien manager. On en parle avec lui à la fin de notre émission dans le livre, mais d'abord le journal de l'emploi présenté par Eva Bensaadi. Bonjour Eva. Bonjour Arnaud, dans l'actualité aujourd'hui, vous le disiez Arnaud, le gouvernement fait un geste pour les employeurs sur l'activité partielle de longue durée. Le taux du reste à charge des employeurs est finalement maintenu à 15% au lieu des 20% annoncés initialement, même pour les accords signés au-delà du 1er octobre. C'est ce qu'a annoncé hier la ministre du Travail Elisabeth Borne. Ce taux sera maintenu jusqu'à l'été prochain. Elle invite les entreprises à se servir de ce dispositif pour pallier une baisse durable de leur plan de charge. Le ministère table sur 500 000 personnes couvertes par l'APLD en 2021, autant par l'activité partielle de droit commun. Coût total de la mesure, 6,6 milliards d'euros. Le Covid-19 reconnu comme maladie professionnelle, une promesse d'Olivier Véran au printemps dernier. Le décret sera publié dans les prochaines heures ou prochains jours, annonce le ministère de la Santé. Un statut qui donne d'abord droit à une prise en charge à 100% des soins par la sécurité sociale. Pour les arrêts de travail, l'indemnisation est également plus avantageuse que le système classique. Le décret prévoit une reconnaissance automatique pour le personnel soignant. Pour tous les autres travailleurs, c'est un comité de 2 médecins qui jugera si oui ou non la personne a été contaminée dans le cadre de son travail. Et enfin, quelle durée pour le congé paternité? Les partenaires sociaux sont invités aujourd'hui à une concertation avec la ministre du Travail, Elisabeth Borne. Le gouvernement souhaite allonger le congé paternité pour le porter à 28 jours, congé de naissance inclus. Une partie serait même obligatoire. Les 11 jours actuels coûtent 267 millions d'euros à la sécurité sociale. Ce sont des chiffres de 2016. Au moins 300 millions d'euros supplémentaires sont donc à prévoir. Le congé paternité a déjà 18 ans, mais n'a pas beaucoup évolué. Seuls 2/3 des pères exercent leurs droits. A contrario, le congé maternité vient d'être réformé pour devenir universel et offre au minimum 8 semaines à chaque femme. Bien dans son job. Là, notre titre de rubrique s'adapte parfaitement parce que ça va permettre aux DRH, vous allez le voir, d'être bien ou en tout cas mieux dans leur job. On parle de la digitalisation au sein des services RH avec Philippe Bloquet. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. Président de PeopleSphere. Alors PeopleSphere, pour l'expliquer en quelques mots, c'est une solution tech, j'irais envie de dire une grosse boîte dans laquelle vous avez mis plein d'outils à disposition au service du RH. Ça va de la paie, de la gestion, puis de la gestion des talents, des recrutements. Racontez-nous. Oui, tout à fait. Donc PeopleSphere est de ce fait une solution un petit peu atypique dans le monde des RH, qui est peuplé de milliers de startups ou d'entreprises qui touchent un petit peu tous les domaines des RH. Et PeopleSphere a développé une solution technologique qui effectivement va connecter, agréger tous ces services RH au sein d'une solution unifiée, d'un portail unifié, ce qui va permettre à la fois aux DRH peut-être d'aller choisir son propre et de construire son propre SIRH personnalisé en choisissant telle solution de paye, tel outil de gestion de la formation. C'est à la carte en fait, on peut bâtir à la carte. Absolument, ça c'est l'approche des clients qui n'ont rien ou souhaitent révolutionner leur système RH. C'est aussi un autre cas d'usage, c'est le client qui a déjà fait le choix d'un certain nombre de solutions. Je pense à BPI France, par exemple, qui nous a choisi récemment. Ça, c'est un nouveau client, ça. Tout à fait. C'est original, BPI France, qui encourage l'innovation, justement. Ils encouragent l'innovation. Ils ont donc une multitude de sociétés qui vont faire de l'onboarding, du recrutement, de la gestion de la formation. Et en fait, PeopleSphere va arriver au milieu de tout ça, connecter l'ensemble de ces outils. Et à la fin, qu'est-ce qui compte? Ce qui compte au RH, c'est quelque chose de simple. Ce qui compte, c'est quand je vais avoir un collaborateur qui arrive, il est automatiquement déployé dans tous les autres outils.
Et puis pour le collaborateur, c'est que j'ai pas besoin d'aller chercher à droite, à gauche les informations dont j'ai besoin. J'arrive dans PeopleSphere et PeopleSphere me guide. Si je prends un exemple typique très concret, le recrutement d'un nouveau collaborateur. Oui, c'est l'onboarding. L'onboarding, un sujet dont on parle beaucoup. Et ici d'ailleurs beaucoup. Voilà. Quand un client, un nouveau collaborateur arrive, il a besoin de donner des informations, son permis de conduire, son RIB, il a besoin de signer un contrat, et puis il a peut-être des formations à suivre et tout ça. Donc aujourd'hui, une société qui n'est pas organisée comme telle, c'est des emails à n'en plus finir, qui s'échangent dans tous les sens, des documents. C'est d'ailleurs pour le collaborateur. Voilà. Avec PeopleSphere, en fait, il rentre dans PeopleSphere, tous les outils de recruiting, donc qui est connecté, le collaborateur arrive tout de suite dans PeopleSphere, il est déjà créé. Quand il arrive dans PeopleSphere, il a son parcours. Donc, il a ses formulaires à renseigner. Et à partir du moment où il renseigne ses formulaires, ils sont stockés automatiquement dans PeopleSphere. Il a, par exemple, une fois que ces données sont renseignées, le contrat de travail est généré automatiquement. Le RH le valide. Ce contrat de travail est envoyé en signature électronique. Une fois que tout ça est finalisé, le collaborateur accède à un espace personnalisé qui a changé de forme puisqu'il est collaborateur. Le coffre-fort, on appelle ça un coffre-fort. Alors, il y a tout l'aspect coffre-fort, mais tout n'est pas forcément aussi sécurisé que ça. Et signature électronique, j'imagine. Signature électronique. Donc, vous voyez, et puis derrière, il peut avoir des modules de formation. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans la société, il va avoir besoin de se former. Les mauvaises langues disent finalement, avec ces outils digitaux, c'est un peu la critique que l'on fait en général d'ailleurs sur la numérisation, la digitalisation, c'est des pertes d'emploi. Vous dites l'inverse. Vous dites, vous gagnez du temps parce que ce sont des choses souvent fastidieuses qu'on peut gérer en informatique, en tech, et ça permet au RH de quoi faire, de dégager du temps sur autre chose. Le RH, il dégage du temps. Et il va dégager du temps. Aujourd'hui, les sujets, c'est la gestion des talents, c'est la gestion, effectivement, de l'évolution de carrière de ses collaborateurs. Il n'y a aucune valeur ajoutée à aller saisir 10 fois un collaborateur dans 10 systèmes différents pour un RH. Et puis, ce qui est surtout intéressant dans cette valorisation, c'est l'expérience employée. Le jour où vous arrivez, au lieu de recevoir 10 emails, vous avez un portail sympathique, vous avez toutes vos tâches synthétisées, vous avez une vision de l'entreprise que vous rejoignez qui est tout de suite beaucoup plus sympathique. Et ça, on sait que cette impression première est quelque chose de très important. Et dans le process que je vous ai décrit, il y a 5 solutions logicielles différentes qui sont orchestrées par PeopleSphere dans ce processus. Une question importante. Vous faites un diagnostic, j'imagine, quand vous avez créé cette entreprise. Je crois que vous êtes ingénieur en mécanique, donc rien à voir avec la tech. Vous vous êtes finalement assez rapidement dirigé vers la tech. Quel diagnostic vous avez fait en décidant de créer en fait de la digitalisation dans les RH? C'était pas naturel au départ. C'est vieille école, les RH. Alors moi, je viens d'un parcours un petit peu particulier. Bon, déjà, il y a l'expérience des grands groupes. Moi, je viens d'une société qui était une société de start-up plutôt américaine à l'époque, qui gérait effectivement toute cette digitalisation pour les sociétés du S&P 500 ou du CAC 40, mais qui effectivement se transposait très mal au monde de la PME et de l'ETI, qui est notre cible principale. Donc notre réflexion à la création de PeopleSphere, c'est ça d'abord. C'est comment on transforme un petit peu ce qui est facile à faire quand on a des millions d'argent pour développer ces processus et ces solutions RH, comment on fait quand on est une PME ETI. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de PeopleSphere, en se disant on va gérer la complexité pour les entreprises, parce qu'une PME n'a pas les moyens d'aller développer tous les bouts de logiciels. Elle externalise sa complexité pour mieux se concentrer évidemment sur son travail de RH. On cache la complexité à l'entreprise, au bout du compte, elle a un portail simple à utiliser. Avant de nous quitter, combien de collaborateurs? On est une 50aine de collaborateurs aujourd'hui. Sur 2 sites, Paris et Montpellier. Paris et Montpellier. On a une petite entreprise virtuelle à New York également, où on a un site aujourd'hui, pour démarrer une petite activité américaine. Petite activité américaine. Donc effectivement, vous allez traverser. Premier client aux États-Unis. Avec un masque et quelques mesures sanitaires qui doivent. On ne se déplace pas beaucoup en ce moment. Effectivement, ça ne simplifie pas les choses. Voilà. Merci Philippe Bloquet, président de PeopleSphere, un outil, des outils d'ailleurs au service des directions des ressources humaines. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Merci. Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Vous connaissez évidemment cette rubrique. Vous allez voir, on va partir à la rencontre d'entreprises pas comme les autres. Working Progress avec Mathieu Amaret pour cette dernière journée de la semaine. Bonjour Mathieu, vous allez bien? Bonjour Arnaud, ça va très bien. Rédacteur en chef France de Welcome to the Jungle, avec une rencontre. Alors, je vous jette le mot parce qu'aujourd'hui on va parler. On y va. On parle du travail asynchrone. Mais qu'est-ce que c'est que donc le travail asynchrone? Oui Arnaud, un mot qui peut paraître compliqué. Ça fait peur d'un coup, comme ça. Ça fait peur, mais un mot qui peut paraître compliqué, je vous l'accorde, mais qui charrie tellement d'éléments passionnants et qui pourrait même dessiner l'avenir du travail. Quand on parle d'asynchronie dans le monde de l'entreprise, on parle du fait de collaborer
avec les autres, mais pas en même temps. Pourquoi ? Pour, par exemple, être maître de son emploi du temps. Suivant la logique, certaines entreprises ont même offert la possibilité totale à leurs salariés de travailler d'où ils le souhaitent, quand ils le souhaitent. Et c'est le cas de l'entreprise de mon premier invité, Jean-Charles Samuelian-Verve. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et CEO d'Alan, une entreprise de santé 100% digitale, Ouais. créée en 2016. Vous avez aussi rédigé un essai, Healthy Business, dans lequel vous expliquez les fondamentaux de la culture d'entreprise mise en place chez Alan. Et parmi ces fondamentaux, on retrouve le travail asynchrone. Alors parmi ces éléments un peu compliqués, ma première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que pour vous, le travail asynchrone ? Alors, en effet, c'est une très vaste définition qui vient pas toute seule. Mais le travail asynchrone, c'est de redonner le contrôle aux gens sur où ils travaillent, leur géographie, sur leur temps, comment ils travaillent et avec qui. Et en fait, essayer d'éviter un peu le syndrome de la réunionite, qui est un syndrome très français, de devoir passer tout son temps en face à face avec les gens pour résoudre les problèmes. Il y a des moments où le face à face est très bon, et en fait c'est souvent dans des phases créatives, dans des phases de tableau blanc, etc. Et il y a des moments où pour prendre les décisions, et c'est ce qu'on fait chez Alan, l'écrit est plus puissant, parce que l'écrit permet de mieux s'organiser, permet aussi d'enlever certains biais qui sont que c'est la personne, souvent l'homme mâle blanc, qui parle le plus fort, qui va avoir le dernier mot. Une puissance physique liée, ouais, d'accord. Que je représente très bien. Blague à part. Vous n'avez pas 50 ans par ailleurs. Non. Et Non, mais c'est très intéressant, c'est aussi pour éliminer certains biais cognitifs qu'on peut avoir. Et en fait, pour dans faire certaines gagner réunions. les meilleures idées, Ouais. et c'est ça qui est très important, Ouais. et aussi que les propos soient plus basés sur les faits Ouais. que sur la rhétorique. Et en fait, ce travail asynchrone, qui est donc de dire, au lieu d'avoir toutes les décisions dans des meetings, on est 15, où il y a la moitié qui sont sur leur smartphone, l'autre moitié sur leur ordinateur, et 2 personnes qui parlent, ben là, on est à l'écrit, les gens ont plus de contrôle sur leur temps, ils ont plus de contrôle sur la qualité de ce qu'ils écrivent. Mais si on va plus loin, Jean-Charles, le travail asynchrone, ça pourrait aussi dire, quand on parle de liberté totale, tu peux travailler la nuit, si ça te chante, je peux travailler le matin. On a cette culture de l'écrit où, effectivement, on rassemble les mêmes idées sur un même document qui est partageable à toute l'entreprise. Et puis, fine, il n'y a pas de souci, on peut bosser comme ça. C'est une révolution, si je peux me permettre. Quand même. Ouais, je pense, c'est exactement ce qu'on fait nous depuis 4 ans. C'est une révolution qu'on vit, donc c'est pas une utopie. Mais en effet, il y a des gens qui sont, et je pense que tout le monde se reconnaîtra, qui travaillent beaucoup mieux le matin, d'autres beaucoup mieux le soir. Il y en a qui ont des contraintes personnelles différentes, avec des enfants, sans enfants, du voyage, prendre la voiture, etc. Et en fait, la synchronie, donc être synchrone, force des contraintes qui sont non agréables pour ces gens-là. Être asynchrone, ça permet de faire ce qu'on veut. Ça n'a pas chamboulé vos équipes un peu ? Non, parce que, c'était la règle, donc c'est un peu ça depuis le début. Je pense que donner de la liberté aux gens, c'est jamais un vrai problème. Ce qu'il faut, c'est accompagner. La peur du travail asynchrone, ça peut être que, est-ce que je vais travailler tout le temps ? Ou est-ce que je vais être forcé ? Et en fait, nous, on fait vraiment des cours et de l'éducation sur comment supprimer toutes les notifications sur mon téléphone. Vous faites quoi, des notifications à vos collaborateurs ? Oui, on a un guide à l'intérieur de la boîte qui est comment je supprime mes notifications pour reprendre le contrôle sur mon temps. Comment je suis sûr de couper. Et ça, c'est hyper important. Excusez-moi, Jean-Charles, j'imagine que vous avez fait de très belles études. Vous avez essayé de faire un pas de côté. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres ? Parce qu'on a plein de chefs d'entreprise ici qui ne sont pas asynchrones et qui ont des modes, je dirais, d'organisation traditionnels. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent ? Ça vient d'où, cette idée ? Je pense que ça vient... L'asynchrone est un peu une conclusion de ce qu'on voulait faire. Si on prend les grandes valeurs d'Alan et que je décris dans le livre, dans Healthy Business, il y a se concentrer sur les membres, mais il y a une ambition hyper forte. Donc, prendre des problèmes très très difficiles et essayer de les résoudre. Et pour faire ça, il faut attirer les meilleurs talents au monde. Ça, c'est le premier point. Et en fait, une fois qu'on veut attirer les meilleurs talents au monde, on se dit, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles veulent ? Ces personnes-là, elles veulent avoir le pouvoir de prendre des décisions. Et pour prendre le pouvoir de prendre des décisions, et pas être dans un management hiérarchique, pyramidal, etc., il faut être radicalement transparent et donc donner accès à l'information. Et en fait, vous ne répondez pas à ma question. Moi, je me demandais, ça vient d'où à l'intérieur de vous ? Comment vous développez cette idée ? Et est-ce qu'un jour, vous dites, moi, je suis prêt à basculer, il se passe quelque chose dans ma vie ? Il y a quelques inspirations, j'imagine. Il y a aussi des boîtes. Il y a des inspirations, bien sûr. Il y a WordPress, une boîte qui est automatique, ils sont 1200. Il y a Basecamp. Il y a aussi un truc qui est, moi, en tant que dirigeant, j'aime pas mentir, donc j'ai besoin d'être transparent. Et l'écrit force la transparence. Et 2, j'accorde beaucoup de valeur au temps.
Et en fait, passer 1 heure en meeting me rend fou. Ouais. Donc ça, Le temps est précieux. le temps est très Et on précieux. ne gâche Mais, pas. les études vous donnent raison, puisqu'il y a, je crois, un cadre sur 4 qui dit passer trop de temps en réunion, que c'est improductif. C'est même le 4 plus sur que 3 ça. qui Ouais. dit que c'est inutile, etc. Vous, l'engagement fort, c'était de dire chez Alan aussi, on le précise, c'est quand même un engagement très très fort, de dire il n'y a plus de réunion. Ouais, c'est clair. Et Il n'y a vraiment plus de réunions. Moi, je passe quasiment 0 minute, enfin très très peu de temps en réunion au sens classique. Après, ce que je fais, c'est je vais parfois me mettre avec quelqu'un sur un tableau blanc et aller travailler une idée ensemble à 2. Mais on va jamais être 8 dans un meeting. C'est ça la réunion, c'est quand on Ouais. est nombreux et Ouais, qu'il y a c'est une ça. perte d'accord. Mais après, on engage les gens à travailler ensemble. On adore ce qu'on appelle le pair programming ou le pair work. C'est 2 personnes qui travaillent ensemble sur un projet. Et ça, c'est hyper bien. C'est hyper sain, ça crée du lien. En revanche, être là pour décider les objectifs de la semaine suivante à 10 pendant 1h30, ça frustre Beaucoup de feedback, j'imagine, Et du coup, on crée une puisqu'on en parlait hier. On crée une boucle du feedback qui est assez hallucinante. Et un des trucs humains qu'on a aussi, c'est toutes les 2 semaines, chacun dans la boîte a un coach qui est quelqu'un interne, mais qui est juste là depuis plus longtemps. Sorte de tuteur, en Pas un fait. coach assermenté. Ouais, c'est ça, qui est un espèce de tuteur. buddy, Ouais. Et ce coach-là, toutes les 2 semaines, a un one-on-one, juste pour parler de développement personnel avec son coachee. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un endroit qui est pour la croissance personnelle. Et encore une fois, ce qui est beau Mais ça avec rend meilleur pour le business. Ouais, je pense avoir des gens qui sont plus épanouis, qui grandissent en permanence. Et le dernier truc avec la synchrone et l'écrit qui est assez magique, c'est que on a accès, nous on a à peu près, donc on a une sorte de forum interne où on prend ces décisions-là. Il y a 6000 décisions qui ont été prises dans le passé, là il y en a 125 en cours. Depuis la création d'Alan. Ouais, depuis la création d'Alan. Et ces 6000, on a accès à tout. Donc quelqu'un qui est nouveau chez Ils sont Alan compilés, ouais. peut dire j'ai accès à toutes les décisions qui ont été prises, je comprends le contexte, c'est assez magique en fait. Pour les gens qui nous regardent et qui pourraient être passionnés par ce que vous dites, quels outils vous utilisez pour... On utilise plusieurs outils. Slack pour la communication très court terme et éphémère. GitHub, qui est un outil normalement pour le code, mais qu'on a un peu détourné. On l'utilise pour le code, mais aussi pour créer ce forum interne où on ouvre des issues et là où il y a des réponses qui sont sur les problèmes qu'on veut résoudre. Et après, on utilise Notion, qui est un autre outil, qui est un peu notre Bible interne, notre Wikipédia, où on vient consolider l'information. Jean-Charles, quand vous êtes dans un dîner, quand vous êtes en société, qu'on ne sait pas qui vous êtes et qu'on vous voit pour la première fois, vous vous définissez comment? Chef d'entreprise, créateur d'entreprise, innovateur, inventeur comment vous vous définissez? J'aime pas trop les gens qui se définissent dans des cases. J'essaye plutôt de me définir par ce que je fais. Et ce que je suis en train de faire, c'est essayer de faire 2 choses, qui est transformer la santé pour la rendre plus simple, plus juste et plus transparente. Ça, c'est le truc qui m'anime. Et le deuxième truc qui m'anime, c'est essayer de transformer la manière dont on crée des entreprises et dont on travaille ensemble à toutes les échelles, parce que je pense que c'est le seul moyen de transformer la société. Et du coup, ça, c'est les 2 trucs qui me font vivre, et plus ma femme, ma famille et mon jeune fils. Mais d'ailleurs, c'est assez lié. Mais c'est ça, c'est les problèmes qu'on essaye de résoudre. Et c'est un truc qui marche aussi avec la synchrone et qui est assez important pour nous. C'est l'équilibre vie pro, vie perso. L'équilibre vie pro, vie perso, et aussi supprimer les titres dans la boîte. Enfin, faire en sorte qu'on combatte, qu'on se base sur les problèmes, en fait. Et encore une fois, la culture de l'écrit et la synchrone aide à se concentrer sur les problèmes et qui est responsable du problème, et pas qui a le titre rutilant et qui a le dernier mot. Verticalité, et on en revient au débat des hommes. Casse aussi certaines lignes de management. Ah oui, on a cassé. En fait, nous, on n'a pas le titre de manager chez Alan, par exemple, parce qu'on l'a décomposé en plein de choses, en coach de croissance personnelle, en coach technique et en changer le vocabulaire. Chef de projet. Ouais, je pense que la sémantique est hyper importante dans l'entreprise, en fait. Jean-Charles Samelian-Verve, cofondateur d'Alan. Alors, Alan, ce sont des mutuelles 100% digitales, parce que c'est intéressant de savoir ce que vous faites. Vous êtes aussi en train de révolutionner le système des complémentaires santé. C'est un vrai sujet pour beaucoup de collaborateurs, de travailleurs indépendants. Et puis, vous faites un pas de côté. J'ai tout compris. Asynchrone, c'est en un mot. Hein. Tout à fait. On est bien d'accord. Voilà. Merci Jean-Charles d'être venu sur le plateau. Tout de suite, c'est la suite de Working Progress avec Travailler demain, à la rencontre d'un nouvel invité. Travailler demain. Alors, vous allez me dire, Mathieu, mais vous répétez toujours la même chose, Arnaud, d'un jour à l'autre, parce qu'avec votre invité, c'est une mécanique. C'est une mécanique, mais c'est aussi, on voit des fils rouges quand même dans nos émissions. Exactement. Il y a quand même l'idée qu'aujourd'hui, avec la visio, parce que beaucoup de collaborateurs sont en visio, en télétravail à distance,
il faut quand même un peu réenchanter les réunions parce que beaucoup ont le micro qui ne marche pas, n'ont pas envie de parler, ne veulent pas jouer le jeu. Ça reste compliqué. Et là, votre invité, il essaie de faire bouger un petit peu la visio. Avec Jean-Charles, voilà, on a un peu théorisé cette notion d'asynchronie qui peut paraître compliquée. Là, on va préciser un peu la focale avec Vincent Bruno, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur et CEO de SparkUp. Donc, c'est une solution qui a pour vocation de booster et de stimuler la participation en réunion. Donc, vous voyez, avec Jean-Charles, fondateur de Alan, on parlait de cette asynchronie qui peut avoir beaucoup d'objets différents. Vous, c'est vraiment sur la réunion qu'il y a un sujet, puisque vous êtes parti du principe qu'il fallait booster l'engagement des collaborateurs pendant ce temps qui est important. Mais comment ? Quelles solutions vous proposez ? Quels outils vous proposez pour justement stimuler cette participation ? Alors le constat est simple, on se rend compte que tout format de réunion, puisque finalement le terme réunion est très On l'évoquait il y a 2 minutes, ouais. 5 personnes, 1000 personnes, enfin les deux finalement aujourd'hui représentent une réunion, surtout avec le distanciel. Ouais. Et surtout la problématique c'est que la plupart de ces réunions souvent sont descendantes, il n'y a pas d'interaction, la prise de décision est assez difficile et les 3/4 des décisions n'aboutissent pas vraiment à une bonne prise de décision. Ouais. Et avec le virtuel et puis le télétravail, et la communication non verbale, comment aujourd'hui on va pouvoir engager ses collaborateurs, puisque au bout de 10 minutes, 15 minutes, on perd très rapidement l'attention en réunion et on regarde son téléphone portable. Le télétravail a conforté votre constat descendant ou Alors, le télétravail, on va dire, a changé un petit peu les usages de notre produit, puisque quand vous êtes finalement 55% de votre communication aujourd'hui est non verbale, c'est-à-dire sans la parole. Donc, quand vous êtes sur un petit écran vidéo sur une conférence, en vidéoconférence, il va falloir encore plus engager vos collaborateurs, puisqu'on va perdre l'attention de ces collaborateurs très très rapidement. Finalement. Il faut du charisme, il faut de l'énergie là. Du charisme, et surtout, il faut des outils comme SparkUp qui vous permettent de prendre du feedback. Bien sûr. Alors justement, SparkUp, on peut voter, c'est ça, pendant les réunions. C'est-à-dire qu'un collaborateur peut être engagé à tout moment. Exactement. Pendant toute la réunion. C'est une plateforme d'interaction et d'engagement. L'objectif, c'est de pouvoir à tout moment, déjà, on va ouvrir un mur de questions, par exemple, et je vais pouvoir à tout moment poser mes questions. De manière anonyme si je le souhaite. Je vais pouvoir, et le présentateur qui va donc dérouler sa réunion va pouvoir aussi lancer un quiz, un vote. Je vais avoir envie de savoir la météo du jour. Remonter en temps réel. Voilà, quelle est l'humeur à un moment de mon groupe. Qui s'affiche sur un écran en simultané. Exactement, en temps réel. Donc, quelle est l'humeur un peu de mon groupe, quelle est l'énergie de mon groupe un matin, vous êtes tous en virtuel, en distanciel. Je vais pouvoir demander ça, on va faire un nuage de mots et instantanément on va faire ressortir un petit peu l'ambiance. Et lui, ça permet de s'appuyer pour relancer la machine éventuellement. Exactement, un petit peu l'effet icebreaker, on va casser la glace et on va s'intéresser un peu aux gens derrière leur écran qui sont là pour assister à la réunion. Mais j'imagine que l'animateur doit être au courant de ce qui se passe un petit peu, doit s'arrêter sur un moment s'il y a un quiz par exemple. Si je lance un quiz, il doit s'arrêter en disant attention. C'est comme à la télé, il y a quand même il y a quand même tout à fait. Alors, c'est un conducteur. On a le synchrone et l'asynchrone qui est intéressant puisque nous on a des équipements à l'international et on va pouvoir lancer un mur de questions sur un sujet très spécifique, on va pouvoir produire ces idées en amont et la réunion commence et finalement le facilitateur, le présentateur le manager va avoir la possibilité d'avoir du contenu et de se préparer un petit peu à comment je vais interagir avec mon groupe, comment cette réunion va faire que j'écoute déjà mes participants, j'ai déjà donné la parole à mes participants, j'ai déjà donné la parole aux gens et même aux plus timides en amont de la réunion. Juste la question anonyme, parce que c'est vrai que dans les réunions parfois ça démange, on trouve que le manager ou le responsable commet une faute, on ne peut pas le dire parce qu'il y a le lien hiérarchique. La question anonyme, elle est vraiment anonyme, je veux dire, on ne se fait pas taper sur les doigts le lendemain parce que le manager, elle est vraiment anonyme. Elle est même vraiment anonyme chez nous, c'est ça. notre entreprise. C'est important d'être challengé. C'est super important. C'est ce qui fait partie de la richesse de l'échange. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de non-dit, on est là pour pouvoir s'exprimer et je suis quelqu'un de timide, je n'ose pas trop prendre la parole. C'est le cas souvent en réu. C'est le cas, et c'est toujours souvent les mêmes personnes qui prennent la parole. Et donc on va pouvoir, je souhaite m'exprimer de manière anonyme. Après, on est dans une entreprise, donc bien sûr, on ne va pas écrire des choses. Et les mêmes personnes, bien sûr. Et les mêmes personnes qui décident aussi. Est-ce que votre outil rend les réunions beaucoup plus démocratiques quand vous parlez de vote? Comment sont pris en compte ces éléments? Je vote, ok, mais est-ce que c'est pris en compte par le manager ou l'animateur ou le boss en fait Déjà, on va accélérer la prise de décision. Est-ce que c'est du vent ou est-ce que ça sert quoi? Alors, déjà, on va accélérer la prise de décision parce que quand vous avez un groupe et vous allez pouvoir faire voter les gens instantanément sur un sujet, et plutôt que de tergiverser pendant 3 heures, digresser sur plein de sujets, vous allez accélérer la prise de décision. On a besoin de faire un petit brainstorming, une réflexion à 5, 6, 7 personnes. On va pouvoir, chacun pourra envoyer ses idées, le présentateur va pouvoir les catégoriser. C'est intéressant, vous dites présentateur, c'est intéressant, je pense que vous présentez... Facilitateur, animateur de réunion, manager. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même une forme d'organisation, je dirais télévisuelle ou théâtralisée quand même. Oui, parce que d'une certaine manière, il y a quand même quelqu'un qui va à un moment dynamiser, et qui va écouter les gens et qui va centraliser cette information, ces datas, pour que ça soit... On ne va pas se mentir, il y a une partie de théâtralisation dans la réunion. Oui.
Ouais. En remote, du coup, votre outil il s'adapte comment? Parce qu'on va assister quand même à beaucoup plus de réunions en télétravail. Là, on y est. Alors nous, en fait, on vient se greffer à toutes les plateformes de vidéo. Donc on a intégré Zoom, ça. Voilà, exactement. Vous choisissez votre plateforme préférée. Et vous venez vous... Et toute la partie SparkUp, on a quand même une quinzaine d'interactions, va venir se greffer sur votre plateforme vidéo. D'accord. Et une petite question subsidiaire sur la réunion et la dernière. Pardon, Arnaud. Non, mais allez-y, Mathieu. La réunion, on l'a dit avec Jean-Charles, c'est quelque chose de très français. Enfin, on a du mal, on a l'impression qu'elle fait l'objet de tous les mots en France. Pourquoi on fait moins bien que les autres, que les Allemands, que les Anglo-saxons, que les Américains? Pourquoi en France on a la du mal réunionique, avec, comme on dit. Ouais, on est très réunionique. Alors, mais c'était la base de votre constat aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, pour avoir vu beaucoup de data sur le sujet, puis on est implanté en Asie, on est implanté en Amérique latine aussi, aux États-Unis. Le problème, il est quand même partout le même. On ne peut pas mettre ça sur le dos des Français. Voilà. On a cette problématique, de toute façon, c'est un problème humain avant toute chose. C'est comment j'organise ma réunion en amont, comment je vais donner la possibilité aux gens de prendre la parole. Ça se prépare une réunion. Et ça se prépare. Donc voilà, comme une émission, ça se prépare. Tout à fait. Donc d'une certaine manière, la réunionnite, finalement, c'est un combat un peu tous les jours qui va passer avant tout par une démarche personnelle et humaine de dire, OK, comment je vais faire en sorte que cette réunion soit efficace, comment je vais pouvoir donner la parole aux gens et comment je vais pouvoir faire en sorte qu'on obtienne un peu quelque chose d'intéressant et que quelque chose en ressorte de positif. D'accord. Vincent, combien de clients SparkUp? Aujourd'hui, on a plus de 500 clients. 500 clients. Combien de collaborateurs? 20 collaborateurs dans 5 pays. Dans 5 pays différents. Merci beaucoup, Vincent. Merci Vincent, fondateur de SparkUp. Merci d'être venu sur le plateau de Smart Job. Merci à Mathieu. Merci. On se retrouve lundi, si je ne m'abuse. Exactement. Pour de nouvelles aventures, à la découverte de nouveaux invités. Welcome to the jungle. On fait une courte pause et les experts de Smart Job vont venir. L'actualité, il faut le dire, est chargée parce qu'au moment où on se parle, il y a le Conseil de défense avec des annonces qui sont très attendues par les entrepreneurs et par les citoyens. Et puis, il y a des chiffres, le chômage, des plans sociaux. C'est vrai que cette rentrée est pour le moins particulière. On la commente avec mes invités, c'est dans quelques instants. Restez avec nous. Les experts de Smart Job, c'est chaque vendredi pour commenter, décrypter l'actualité. Alors on est évidemment en direct, vous le savez, du lundi au vendredi. Alors au moment où nous nous parlons, il y a ce conseil de défense. C'est vrai que tout le monde est un peu suspendu aux décisions qui vont être prises à l'occasion de ce conseil de défense. On a des paramètres, augmentation du nombre de cas Covid, un chômage partiel qui a été prolongé selon les règles précédentes, 84% du net pendant un an. Ça veut dire que le gouvernement est au chevet des entreprises, des entrepreneurs et évidemment des salariés. Et puis on reviendra sur ce coup de gueule parce que je voudrais qu'on commence avec ça. Je vais présenter mes invités de Bruno Le Maire qui dit attention à l'effet d'aubaine. General Electric voudrait se séparer de 750 collaborateurs. Rappelons que Alstom avait vendu une partie de sa branche à GE et qu'il avait fait des promesses, des annonces en 2014. Et là, aujourd'hui, il annonce peut-être, à cause du Covid, 750 collaborateurs qui pourraient être au chômage. On fait le point avec mes invités. Carole Couvert, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes une de nos expertes de Smart Job, vice-présidente du CESE, le Conseil économique et social et environnemental. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Dominique Restineau, le président de la CCI, qui fait son grand retour dans les experts de notre émission, président de la CCI de Paris et pas d'Île-de-France, qu'on ne dise pas de bêtises, et fondateur de MoveJ, qui est un incubateur de créateurs de jeunes et moins jeunes entrepreneurs qui créent leur boîte. Vous les accompagnez. Ça, c'est important parce qu'évidemment, il va falloir les accompagner un peu plus encore, là, dans ce contexte de crise. François Vigne, bonjour. Ravi. Vous êtes déjà venu il y a une quinzaine de jours. Vous êtes le fondateur et directeur associé de Sycomore Corporate Finance, membre des EDC, l'un des responsables du mouvement des entrepreneurs et décideurs chrétiens et dirigeants chrétiens. Mais il décide aussi quand même un peu. Et de temps en temps, il décide. Et dirigeant chrétien. D'abord, juste d'un mot, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui disait il y a quelques semaines, la crise, elle n'a jamais été aussi forte, on n'a jamais connu une crise aussi importante depuis 1945. Et puis là, aujourd'hui, c'est-à-dire hier dans la presse, il dit attention à l'effet d'aubaine, que de grandes entreprises ne profitent pas de la crise Covid pour licencier. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a raison, le ministre, il est à sa place. Il a totalement raison. Et je me rappelle de la période où GE a approché l'ensemble des partenaires sociaux dans cette période de rapprochement et de rachat, où on nous a présenté une mariée qui était juste incroyable, séduisante, des garanties sur l'emploi et même des perspectives de développement. Et on voit qu'aujourd'hui, on est à contre-courant de tout ce qui a été dit. Donc le coup de gueule du ministre est totalement légitime. GE a touché de l'argent public dans cette opération.
et il s'agit maintenant d'être responsable par rapport à ce qui a été touché. Ça avait été l'objet d'une polémique, hein, souvenez-vous Tout à déjà. fait, mais d'être responsable vis-à-vis des salariés, responsable vis-à-vis des actionnaires. Enfin, il y a un tout là. Et on est loin des annonces qui avaient été faites à l'époque. De l'éthique, dit en Oui, quelque sorte oui. le ministre de Je pense qu'il l'économie. a tout à fait raison. L'éthique. Et nous, au sein des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, nous demandons à nos membres de se comporter de façon éthique et donc, par exemple, de ne pas recourir aux dispositifs d'aide quand ils n'en ont pas besoin. Nous devons tous aujourd'hui laisser ces dispositifs au profit de ceux qui en ont vraiment besoin. Et donc, je pense que c'est la responsabilité de chacun aujourd'hui de se dire si j'en ai besoin, il ne faut pas hésiter, puisque c'est au service de l'économie, au service de l'emploi. Si j'en ai pas besoin, je ne dois pas profiter d'un effet d'aubaine. Donc on en vient effectivement à la responsabilité morale de chaque chef d'entreprise. Mais si on va plus loin aussi, j'ai entendu certains députés qui disaient il va falloir taxer les entreprises qui vont bien. Si les gens en revanche ne recourent pas au dispositif, il n'est pas normal de les taxer pour ça. Donc il faut aussi que les parlementaires, que l'ensemble des parties prenantes se montrent responsables. On doit tous sortir ensemble par le haut de cette crise, et ça suppose que chacun soit responsable et que chacun essaye d'œuvrer au service du bien commun, qui est véritablement le développement de chacun. Mais en laissant se développer les entreprises qui marchent. Dominique Restido. Alors moi aussi, j'ai envie de dire attention à ne pas modifier les dispositifs qui sont très bons, parce que quelques-uns ne font pas ce qu'il faut faire, et des centaines ou des milliers ou des centaines de milliers d'entreprises se débattent et font en réalité avec leurs collaborateurs, et qu'on ne soit pas là, parce que j'ai entendu également qu'on demandait aux parlementaires de demander des compensations et ceci et cela. C'est vrai. Et là, non, si on repart dans cette cavalcade, ça va être la bérésina, et il y a un mot qui s'appelle confiance, je te prends, je te redonne, je te reprends, je te redonne, là on n'avance plus. Enfin, Voilà. ça s'appelle usine à gaz, ça aussi. Ça peut s'appeler... Ça peut s'appeler usine à gaz, hein, c'est-à-dire, voilà. Mais du coup, pour Carole éviter Couvert. le phénomène que décrit très bien Dominique Restineau, je crois que la principale action qui doit être menée aujourd'hui, c'est de sanctionner s'il y a dérapage du côté de Absolument. GE. Et puis voilà. Et effectivement, aucune autre entreprise n'a à pâtir de dysfonctionnement. Absolument. La confiance en tout cas, est fondamentale ouais. dans la période actuelle. GE ne On doit va pas relancer. déstabiliser des dispositifs qui viennent véritablement en aide à les entreprises qui en ont besoin. Vraiment besoin. Juste d'un mot. Et regardons ce qui va très bien plutôt que de se focaliser sur la problématique, les 1 ou 2% qui vont ne pas faire ce Oui, qu'il faut enfin, faire. si je peux me permettre, moi, le journaliste, c'est-à-dire que GE, c'est une très grande entreprise internationale américaine. C'est vrai que ça donne un effet comme ça, malsain et sans éthique. La ministre Borne, ministre du Travail, annonce, confirmé évidemment par Bruno Le Maire, un prolongement du chômage partiel. C'est vrai que ça a été un peu confus, puisque à partir d'octobre, le dispositif devait être allégé, le reste à charge plus important. Et finalement, non, 84% du net. Je veux savoir, vous les experts, comment vous regardez cette décision ? Est-ce que on doit être inquiet à l'idée qu'un gouvernement décide de prolonger d'1 an, ça va coûter très très cher. Ça veut dire que le gouvernement a des indicateurs qui ne sont pas bons ? Mais clairement, pardon. Allez-y, nous en prie. Non, mais clairement, on voit qu'actuellement, les entreprises sont dans une zone de turbulence, qu'il y a des perspectives et un nombre de faillites potentielles importantes. On les annonce. Donc ça veut dire, si faillite, ça veut dire des emplois supprimés. Donc le gouvernement a raison de détendre le calendrier et d'offrir cette opportunité encore pendant 1 an. Et on revient sur la notion de confiance. Je pense que cette année supplémentaire donnée doit permettre aussi de travailler à l'après. C'est-à-dire que là, on va aider, on va venir sauver des entreprises. Pour autant, il faut utiliser cette période pour reconstruire de nouveaux modèles et donner de nouvelles perspectives. Sinon, on n'arrivera pas à sortir complètement de la crise que l'on vient de traverser. Il ne faut pas faire que le pompier. Il faut construire. Alors, il y a les axes stratégiques. On ne va pas revenir sur François Bayrou parce qu'il est assez critiqué dans son poste de haut-commissaire. Mais enfin, il y a quand même cette idée qu'il faut trouver des axes stratégiques. Qu'est-ce que vous en pensez de ce prolongement du chômage partiel ? Vous, chez les EDC, je ne sais pas, d'ailleurs, ça se passe comment dans votre réseau de 3500 Là encore, nous avons des entreprises de toute taille et de tout secteur, donc ça se passe de façon très différenciée. C'est varié. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui vont bien, qui même parfois mieux même depuis le début de la crise qu'avant la crise. Parce que leur secteur d'activité... Leur secteur va bien, ça peut être alimentaire, ça peut être l'hygiène, ça peut être la santé. La tech, globalement, va bien. Et il y a des entreprises, au contraire, dans d'autres secteurs, si on est dans l'aéronautique, si on est dans le tourisme, si on est évidemment dans le voyage, qui vont très mal. Donc nous avons 3300 entrepreneurs. Vous pensez bien qu'au sein de ces entrepreneurs, il y en a qui reflètent à peu près tous les secteurs, partout en France. Donc on a qui vont très bien, on a qui vont mal. À nous de créer aussi les solidarités nécessaires pour aider ceux qui vont le plus mal. Mais je reviens juste sur ce qu'on disait tout à l'heure et sur cette mise en place. Je pense qu'on a beaucoup, depuis le début de la crise, souvent trop réagi dans l'urgence. Et or, aujourd'hui, il faut se placer dans le cas où cette crise, une pandémie, historiquement, on voit la grippe asiatique, on voit la grippe de Hong Kong, ça dure 2 ans. Aujourd'hui, nous n'avons aucune certitude d'avoir un vaccin. Et le vaccin, s'il arrive, ça sera au plus tôt à l'été 2021 sans doute, voire peut-être en 2022-2023. D'ailleurs, repoussé à l'été 2021. Je ne suis pas pessimiste, je suis d'un naturel optimiste, mais on ne peut pas aujourd'hui prendre l'hypothèse d'un vaccin pour fonder une stratégie. Aujourd'hui, il faut se mettre dans une
période longue, regarder le temps long et créer une économie qui fonctionne avec 2 ans de pandémie. Faire le dos rond longtemps. Mais il faut sauver l'économie, il faut soutenir l'ensemble de l'économie sur période longue. On n'a pas d'autre choix. Dominique Et s'il Cristino, y a une bonne surprise, tant mieux, et on pourra alléger les dispositifs. c'est pas pour me faire le poil à gratter, mais Et ça permet de donner une visibilité aux chefs d'entreprise dont ils ont impérativement besoin. Mais juste un débat un peu technique et un peu concret. Le chômage partiel, c'est une facilité. C'est-à-dire qu'on faisait une émission sur la culture il n'y a pas longtemps, et un producteur me disait au téléphone, j'ai un mal fou, moi, finalement, à remettre tout le monde en marche, parce que on va à la facilité, on a le chômage partiel, les artistes attendent. Est-ce que c'est quand même bon pour l'économie, ce chômage partiel plutôt bien rémunéré? C'est pas un moteur de relance? C'est plutôt un moteur de sécurité et de confort, mais c'est pas un moteur C'est un moteur de soutien. Là encore, si on pense à des hôteliers à Paris aujourd'hui, il ne reste que 5% de taux d'occupation. Pour eux, vous c'est sûr. ne faites pas fonctionner un hôtel avec 5% C'est évident. d'occupation. Et donc, si on ne fait pas ça, ils sont morts. Il y a dans d'autres cas, il peut y avoir quelques effets d'aubaine. C'est ceux que condamnait Bruno Le Maire. Vous voyez. Il faut éviter les effets d'aubaine. Mais il y a des gens aujourd'hui qui ont véritablement besoin de ces dispositifs pour survivre et pour que leurs salariés ne soient pas sans moyens. La CCI, vous qui avez contact avec toutes ces entreprises, c'est vrai que c'est un paysage très varié. C'est difficile de parler d'une entreprise ou des. Chaque entreprise a son histoire et a ses difficultés. Chaque entreprise a son histoire, sa pratique. Je suis moi-même chef d'entreprise, donc j'ai des collaborateurs. Dans l'intérim, hein. Eh bien, le recrutement et l'intérim. Secteur extrêmement sinistré également. Comment dirais-je? Après, il y a la responsabilité de chacun. Que ce soit des dirigeants, que ce soit du gouvernement bien sûr, mais la responsabilité également des collaborateurs qui ont aussi besoin de sortir de chez eux. Et le télétravail à outrance, je ne suis pas certain que ce soit la panacée non plus en ce qui me concerne. Alors je sais que certaines entreprises... Il y a le débat en ce moment, je voulais l'ouvrir. Je sais bien. On est en train de revenir... Et youpi, du télétravail à 100%, moi je trouve que c'est extrêmement dangereux. Ça tue quoi? Le lien social, la relation humaine? Je trouve que physiquement, psychologiquement, c'est dangereux. C'est mon point de vue, d'accord. Et je pense que dans les entreprises, c'est plus difficile à manager. Et je ne pense pas être un vieux con. Voilà, je vais le dire comme ça. Je vous le confirme. Merci. Maintenant, il est important en même temps qu'il y ait cette harmonisation, cette harmonie. Le fait qu'il y ait cette vision et cette durée permettent d'apaiser plutôt que d'avoir des à-coups. Regardez votre question, Arnaud. Est-ce que ça, on doit, parce qu'ils viennent de changer, est-ce que ça doit, voilà, ça va être commenté et donc ça donne du champ pour pouvoir repartir. Il y a des moments, ça va monter, c'est comme tous les jours. Hein. Un coup, on est à 4 000, un coup, on est à 5 000, un coup, on est à 10 000, après, on redescend, après, on est à 2 000, et on dit, à 2 000, ça baisse, c'est fini. Non, attendez, ça fait 24 heures. Donc, un peu en tout cas, le virus circule, ça, c'est une évidence. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Et il circule dans les grandes métropoles, encore plus, évidemment. C'est un vrai sujet, ça, également. Je pense que c'est toujours pareil. Il y a 2-3% qui vont faire attention à ça. Il y a des craintes, bien sûr, de certaines personnes qui vont peut-être en profiter, d'accord? Sinon, les gens ont envie de travailler. Les gens veulent aussi retrouver leurs collègues de travail, veulent avoir... Faites confiance aux chefs d'entreprise et aux salariés. Et puis, sincèrement, je pense également qu'il y a un sujet, c'est le retour à l'école, pas le retour à l'école. Et je pense que les parents ont véritablement envie que les profs, les instituteurs fassent leur job comme ils le font, et très bien, et s'occupent des enfants, voilà, comme ça ils peuvent aller travailler parce que c'est un vrai Il faut lire un petit pic dans ce que vous dites. Pas du tout. Il faut vraiment que les professeurs, instituteurs, maîtres d'école aillent en classe. Oui, c'est ça que vous dites. Hein. Non, mais en classe, bien sûr. C'est surtout qu'ils assurent leur cours, quoi. Qu'ils assurent leur cours. D'accord. Parce que ça permet d'aller travailler et que les parents, c'est ça que je voulais dire. Les libérer, bien sûr. Parce que pour ceux qui ont fait l'école à la place de l'instituteur, ils se sont rendus compte en même temps que le job d'instituteur ou d'institutrice, c'est un métier. C'est un vrai métier. C'est normalement. Et le job de parent, c'est un métier aussi. Et le job de parent, c'est aussi une vocation et un métier. Mais c'est pas simple. Et les élèves ont besoin d'école aussi, hein, très clairement. Mais bien sûr. C'est comme le télétravail. Juste François Vigne, parce que vous êtes évidemment l'un des cadres responsables des EDC, mais aussi Sycomore Finance. Comment ça se passe dans la finance en ce moment? Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des secteurs qui sont impactés, des secteurs qui marchent bien. Est-ce que la finance est impactée? Est-ce qu'aujourd'hui, la machine est un peu grippée? Globalement, là, je pense que la finance va pas mal. Là encore, ça dépend des pays, ça dépend des secteurs. Mais pourquoi elle va pas mal? Parce qu'il y a aussi des dispositifs. Enfin, d'une part, elle a été disciplinée. Et moi, je veux rendre hommage. Moi-même, je ne prête pas d'argent. Mais à toutes les banques qui ont prêté, là encore, ce qu'on appelle les PGE et qui ont financé l'économie. On dit beaucoup que c'est l'État. C'est quand même à 95% les banques qui prêtent. Bien sûr. Donc, il faut le dire. Les banques, aujourd'hui, les banques françaises. Attendez, elles prêtent l'argent. Attendez, François, elles prêtent, pardon. À 3%? Non, c'est pas ça. Elles prêtent l'argent avec la garantie de l'État. Oui, en passant par BPI.
mais Et si ça leur jamais coûte peut-être 10% de risque. Oui, mais elles prennent quand même 10% de risque et objectivement, pour avoir vu. Pour un banquier, c'est important. Non, mais pour avoir vu. Là encore, je vous dis, je ne prête pas d'argent. Il est moqueur, il est moqueur. Non, je ne défends pas une corporation, mais pour avoir vu. Et je les attaque pas. Mais pour avoir vu tout ce qu'on fait comme travail des banquiers entre mars et juin, Oui. c'est objectivement. Ils ont été en première ligne. Hein. Absolument. Ils ont bossé pour Absolument. sauver les entreprises françaises. Donc je Absolument. pense qu'il faut aussi le dire que les banques ont fait le job. Taux Exactement, je suis d'accord. d'intérêt très bas. Et aujourd'hui, il y a des taux d'intérêt très bas et il y a de l'argent qui est injecté par les États, ce qui permet évidemment au système financier de bien fonctionner. De ne pas s'effondrer. Donc les banques, globalement, fonctionnent pas mal. Après, ce qui est vrai, c'est que par exemple, nous sommes une entreprise de petite taille, donc on a la chance vous êtes d'être agile et nous avons la chance d'avoir tous nos collaborateurs dans nos bureaux, ce qui est une grande chance, par rapport à plein de sociétés qui peuvent être, je dirais, impactés dans leur quotidien. Aujourd'hui, à Londres, quasiment tout le monde est en télétravail et ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc, quand vous parlez de télétravail, pour moi, c'est un mode de travail dégradé. C'était intéressant aussi de lire le président de Netflix Oui. qui, il y a 2 jours, disait qu'il ne voyait rien de bon dans le télétravail. C'est Et exact. pourtant, c'est une entreprise moderne, c'est une entreprise digitale, une entreprise du nouveau monde. Et il est le premier à dire qu'il ne voit rien de bon. Il y a des aspects qui sont bien pour les salariés, mais ça reste un mode de travail dégradé. Je me permets de me mettre au milieu en médiation. Il y a plutôt l'hybridation du télétravail qui semble être le modèle vers lequel les Mais partenaires c'est pour ça que sociaux... le Pas confondre Il faut que pas être télétravail Mais et visioconférence. Et qu'il y C'est ait ça. des Mais visioconférences c'est l'hybridation parfois qui est intéressante. bien entendu. qui empêchent de faire 1 heure de route. C'est extrêmement intéressant. Tout à fait. Voilà. Carole Couvert, je dirais sur l'emballage, on a des Français, et je le dis au moment où on se parle, il y a un conseil de défense. Les conseils de défense, c'est souvent pour des affaires terroristes, des affaires militaires. Le conseil de défense va, je dirais, sortir une fumée blanche, peut-être là, d'ici quelques minutes. Est-ce que vous craignez, vous, Carole Couvert, l'idée que le président, par les chiffres d'augmentation des contaminations, reconfine ? Et quelles en seraient pour vous les conséquences? On les connaît, dans ma question, il y a la peur qu'évidemment que l'économie s'arrête. Mais vous pensez que le président peut confiner? Alors, je pense que le Conseil scientifique a été clair en la matière en disant pas de confinement généralisé, mais plutôt en hypothèse des confinements à la taille d'une ville. Conseil scientifique bousculé depuis quelques jours à quand fait, même. tout à fait. Un peu bousculé par les médias, par des propos contradictoires. Comme on a connu une période de plusieurs mois de confinement et qu'on a vu les dégâts économiques, les dégâts sociaux, Ça serait dramatique. ça serait dramatique pour tout le monde. Donc j'espère que nous n'allons pas aller vers cette hypothèse, mais qu'en revanche, nous allons trouver de nouvelles formules en matière de gestes barrières, en matière de protection, en matière d'équilibre entre le présentiel et le télétravail. Parce que c'est vrai que quand les gens sont en télétravail, c'est très bien pour mieux concilier vie personnelle, vie professionnelle. Mais pas à 100%. Pour autant, ça pose des problèmes en termes de consommation. La consommation, c'est plus le même modèle que l'on a connu. Donc les restaurateurs en pâtissent, les cafetiers en pâtissent, les petits commerçants en pâtissent. Donc je crois qu'on doit réinventer quelque chose. La seule chose, et donc du coup là je rebondirai aussi sur votre propos, Monsieur Vigne, c'est je crois qu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec une succession de virus, avec une succession de pandémies malheureusement, et qu'il va falloir que l'on apprenne à faire de nouvelles choses. Pour autant, la vie doit continuer. On est dedans déjà. On ne doit pas s'enfermer, Ouais. on ne doit pas s'isoler, on doit continuer de vivre, on doit continuer de consommer. Voilà. Mais j'aimerais rebondir sur votre question sur la finance. Rebondissez. Si on regarde ce qui se passe au niveau international, les prévisions nous disent qu'actuellement, pour 2020, on serait à moins 40% sur les investissements directs étrangers au niveau mondial. La France, ça serait le même Coup de frein, coup de froid. coup de frein. Mais oui, Et logique. on nous dit les pronostics de rebond pour 2021 ne seraient que de 20%. Ce qui veut dire qu'on a une vraie perte Bah oui. potentielle d'investissement dans une période où pour relancer, pour reconstruire, ces investissements sont fondamentaux. Parce que la sortie de crise, on la trouvera au travers de nos innovations, de nos start-up, de nouveaux modèles avec un équilibre entre automatisation et hommes pour du coup répondre Oui, à la question. sans de la se faire voler les marchés par les Chinois ou l'Asie, si je Oui. peux me permettre. Mais c'est là où vraiment on a un vrai défi et on a toujours su, par temps de crise, recréer de nouveaux modèles. Et là, je trouve qu'on a une période qui est propice à ça, rentrer dans une économie plus vertueuse, imaginer une nouvelle gouvernance, un autre partage de la valeur ajoutée. Le champ du possible est devant nous. Et si on est tous de bonne volonté, on devrait pouvoir arriver à créer quelque chose d'intéressant. On n'a pas de Sachant qu'en la pétrole, on n'a matière pas de pétrole, on a des idées. Il serait aussi Oui, important mais oui, c'est ça. je pense, de rouvrir les frontières de façon plus structurée qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes français, vous n'avez pas le droit d'aller en Allemagne, où les Allemands ne peuvent pas Ah vous oui. accueillir. Vous ne pouvez pas aller aux Pays-Bas, où les Allemands ne peuvent, où les Néerlandais ne peuvent pas vous Mais il accueillir. n'y a que les capitaux qui circulent. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Et donc aujourd'hui, investir sans aller voir du tout les usines, etc., c'est très compliqué. Impossible. Tout à Donc fait. tant qu'on ne recrée pas un cadre beaucoup plus, là encore, prévisible et qui crée la confiance pour les investissements, on n'aura pas Mais- ces Mais investissements. alors, on peut aller encore plus loin du côté européen. L'Europe a réussi à s'entendre sur un plan de relance Bien entendu. Next Generation.
C'est très bien. Mais maintenant, il est peut-être temps d'aller arriver à s'entendre à 27 sur des mesures fiscales, des convergences fiscales, une Europe de la santé, une Europe industrielle. Ça fait 20 ans, enfin ça fait 15 ans que j'entends mais- parler de ce mais- sujet. mais le hein. monde a crise changé. là, là. est Le D'accord, monde a vous pensez que changé. c'est La crise est l'opportunité, propice. c'est ça, Oui. pour trouver Pour accélérer, il y a ouais, plein de changements la en cours fiscalité, d'accélération. effectivement, l'Europe de la On peut défense se et de la poser, santé. Est-ce que c'est forcément à 27? Avant Ça peut être à géométrie Carole variable, Couvert, tout à avant de nous fait. quitter, il y a un débat qui est posé. On a évoqué certains députés qui disaient attendez, les entreprises qui marchent bien, il faut les écrêter parce qu'elles gagnent trop d'argent. Et puis à l'envers, il y a d'autres interlocuteurs qui disent plan de relance, oui, c'est sympa, c'est le plan de l'offre, hein, c'est l'entreprise, on l'aide, on baisse ses impôts d'ailleurs qui seront pérennes, hein, ces impôts au-delà de la crise Covid, ce qu'a dit Castex. Est-ce qu'il faut mettre le paquet sur la demande? Là, il y a des gens qui disent aujourd'hui, avec les plans sociaux, les départs, il y a des Français qui vont claquer des dents, il faut les aider, ça s'appelle une relance par la demande. Bonne idée, mauvaise idée? Déjà, maintenir le dispositif pendant 1 an sur l'activité partielle, c'est une manière de soutenir aussi la demande. On a des salariés qui potentiellement, exact. depuis plusieurs mois, ont des baisses de salaire et vont être confrontés à des difficultés. Je pense que pour eux, c'est une bouffée d'oxygène. Ça n'est pas la panacée, Non, mais c'est c'est une 1 an. bouffée d'oxygène. Mais maintenant, c'est pour ça Mais que je pardon, voudrais en juste... même temps, vous avez vu les chiffres de l'argent qui est épargné. Oui, c'est- On a Oui. rarement vu ça. Ah oui. C'est tout le problème. Bah voilà. Et c'est bien pour ça que je pense qu'il faut On peut-être thésaurise. il faudrait peut-être plutôt oui. que de donner de l'argent aux gens, que l'État aussi investisse en direct. Parce que l'État qui investit en direct, par exemple, pour renouveler le parc de voitures, Exact. pour isoler tous les bâtiments publics qui sont les plus mal isolés, ça permet de créer directement de l'emploi qui, après, fera des salaires directement. Dans les villes. Et donc, pour plutôt que de consommer, donner, il faut de la les gens- confiance. donner de l'argent aux gens qui vont avoir peur d'être au chômage et qui, du coup, vont le thésauriser, il vaut mieux que l'État investisse directement voyez que- dans un parc vert, dans un immobilier vert, et de créer des emplois qui seront durables, pérennes, Donc vous n'êtes avec pas la confiance totalement et la visibilité nécessaire. favorable à l'idée qu'on relance par la demande parce que c'est de l'épargne qui va rester stockée Exactement. et Mais on peut l'économie le ne faire. dit pas. Pardon, ce on qui peut est le faire important aujourd'hui, c'est de différemment. soutenir la demande. Et donc, il faut On peut trouver le les bons faire moyens pour le faire. différemment. On peut le faire, par exemple, avec des bons d'achat directement dans les collectivités, les mairies, avec des villes, pour que les consommateurs achètent des choses, même de premier niveau, bien évidemment, chez leurs commerçants, par exemple, ce qui permet de faire travailler tout le monde, plutôt que de se dire je vais garder l'argent. Alors c'est sûr, ceux qui gagnent très très peu, c'est pas eux qui épargnent le plus, mais malgré tout, ça permet de faire de la relance par la consommation, mais ciblée pour pas que les gens gardent cet argent. Mais surtout, si vous le Carole permettez, Couvert. Arnaud, je pense que la relance sera au rendez-vous si chacune et chacun, on a le réflexe de regarder les produits que l'on achète et de s'assurer que ces produits sont fabriqués en France, assemblés Également. en France. Ouais. Et là, on sera Mais dans une démarche vertueuse. on n'aura Ça pas le coûte temps, pas mais- forcément beaucoup plus cher, Mais mais, oui. si on a chacun ce réflexe-là, on aura gagné cette bataille. Je vais dire un grand mot avant de nous quitter. Je sais que c'est un débat philosophique qui pourrait nous prendre plusieurs nuits de réflexion, mais est-ce que c'est On est la fin, partant. la fin de la mondialisation finalement? On voit qu'il y a un retour au Made in France, on voit qu'il y a un retour aux frontières, on ne peut plus se déplacer, on ne peut plus investir à l'étranger. C'est quand même là aussi un changement de paradigme. La fin, je sais pas, ça peut être une transformation. C'est ça. Parce que sans arrêt, on se transforme, sans arrêt. Là, il y a un choc énorme, et donc il faut s'adapter. Il y a des prises de conscience. Carole le disait, de reconsommer français, mais tous les pays le font. hein. C'est vrai. Tous c'est les vrai. pays le font. François Vigne, Et je ne crois pas la que ça soit mondialisation. souhaitable. Je ne crois pas que ça soit souhaitable parce que si c'est le repli sur soi, ça veut dire la guerre demain. Oui. Le repli sur mais soi c'est des pour ça que je pays vous amène sur ce et donc sujet. en la matière, il ne faut Alors, pas. attention, non, je il ne ne le faut pas disais pas en pousser une matière de repli, démondialisation hein. peureuse. C'est ça. Aujourd'hui, il faut à la fois tirer toutes les conséquences d'une démondialisation débridée, mais en revanche, il faut continuer à être ouvert au monde. Nous devons travailler avec les autres pays, nous La devons fin de la- développer les pays moins développés, mais de façon, là encore, sur des C'est- bases équitables et C'est le équilibrées. retour au nationalisme. c'est ce que Et vous on dites, doit il y a un davantage repli sur construire soi. l'Europe. Et on doit davantage construire l'Europe. Je rejoins Carole totalement. Et œuvrer ensemble au bien commun. Mais consommer des produits qui sont majoritairement fabriqués ou assemblés en France, c'est pas avoir un repli sur soi. C'est au contraire, pour moi, en tout cas dans la manière dont je le conçois, imaginer une mondialisation qui soit plus responsable, plus vertueuse. On en plus parlait avant le équilibrée. Covid de cette Voilà. mondialisation qui Mais- dérégulait, Oui, qui. mais là, ce qu'on s'est rendu compte pendant cette période, c'est que sur les approvisionnements, on avait des problèmes, que sur certains produits, on était complètement dépendant de la Chine, de l'Inde. Ça a révélé les failles de nos systèmes actuels et c'est vraiment l'opportunité de se poser 2 secondes et de les repenser. Voilà. Juste- On ne réglera pas tout, mais si on arrive à avancer sur certains sujets et à reprendre une forme de souveraineté nationale ou européenne, on aura fait un bout du chemin. Alors, ce Conseil de défense n'est pas sorti, on n'a pas pour l'instant d'informations concrètes, et évidemment, je le déplore. Avant de nous quitter, la CCI, en matière d'emploi, vous êtes inquiet? Bah, on est inquiet parce que Vous avez des indicateurs qui vous des remontent. indicateurs où effectivement, vous savez, pendant un moment, il n'y a pas eu beaucoup de défaillances parce que tout ça a été calmé par Figé par l'absence figé, de justice, les chambres de commerce. Il va y en avoir. Il faudra faire le distinguo entre ceux qui
les quelques-uns qui profitent d'un système et ceux qui sont véritablement dans la difficulté. Je veux dire, nous, on anime, enfin, je veux dire, on est avec l'Ibaïron Amco dans Viparis, c'est des congrès et salons, c'est dramatique, évidemment. L'événementiel est impacté. L'événementiel, c'est dramatique. Quand vous prenez leur restauration, regardez des toutes petites choses. Carole disait, et bien sûr, quand vous êtes en télétravail dans des environnements comme les nôtres, eh bien, le commerce, les restaurants en pâtissent. La teinturerie. Oui. On n'y pense pas, mais la teinturerie en pâtit également, parce que les gens... C'est métiers du quotidien, on va dire. C'est les métiers du quotidien qui sont utiles, de service. On ne va plus au bureau, pas besoin d'aller au pressing. Bien sûr, vous achetez moins de les traiteurs. Les traiteurs. Oui, c'est une multitude de choses bien sûr. qui induisent une crise. Merci d'être venu sur le plateau, Carole Couvert. On se retrouve la semaine prochaine, si je ne m'abuse. François Zing, vous reviendrez et vous revenez quand vous le voulez. Vous êtes le président, l'un des membres des EDC, et vous êtes le fondateur et président de Sycomore Finance. Merci à Dominique Restineau, président de la CCI de Paris. Et on n'oublie pas MoveJ, parce que je pense que vous allez avoir du boulot au sein de votre incubateur. Il y en a beaucoup. Voilà. Mais nous sommes là. De tous ceux qui veulent créer leur boîte aussi, parce que c'est peut-être le moment de renverser. Et reprendre des entreprises, même des petites activités essentielles, et pas que en Ile-de-France, partout en France. On refera d'ailleurs une émission, on va faire une émission sur la reprise des entreprises. Je serai là, c'est mon sujet, j'adore. Je le sais bien. Tout de suite, c'est le livre de Smart Job. Vous savez, chaque vendredi, un auteur vient de nous présenter son livre. Là, c'est Dream Team, en référence à la grande équipe américaine de basket. Mais on ne parle pas basket. Dream Team, c'est le titre du livre de Smart Job, le livre du vendredi. Vous connaissez notre rendez-vous. Nous sommes avec Ludovic Giraudon. Alors, juste pour que ceux qui nous regardent se disent, tiens, Smart Job, RH, emploi, il nous parle basket, puisque en fait, ça fait référence évidemment à la grande équipe de basket de 92, je crois, de Jordan. On ne parle pas basket, on parle RH. Alors, vous vous êtes amusé, je ne sais pas si vous êtes amusé d'ailleurs à faire ce livre, Dream Team, mais long parcours dans l'entreprise, puis un jour vous quittez, vous faites un pas de côté et vous dites, j'avais pris plein de notes, plein de petites choses que j'avais notées sur des conseils de management, et j'ai envie de dire, c'est sympa à lire ce livre, je le dis très franchement, mais c'est un peu côté recette de cuisine, sur les bonnes recettes de management. C'est ça, c'est comme ça que vous avez pensé ce livre? Ouais, en fait, je suis allé à la rencontre de plusieurs centaines de managers. 400, vous dites? Ouais, un peu plus de 400 et en fait, j'ai voulu que ce soit, moi, je viens, on va dire, du CERAC, grand groupe au début, puis après entrepreneurial. Accompagnement ensuite. Aujourd'hui, je travaille chez Réseau Entreprendre Paris, où on accompagne des fondateurs et des fondatrices. Et je ne voulais pas, en revanche, que ce soit un bouquin que pour les grands groupes ou que pour les startups. Donc, je suis allé à la rencontre de plusieurs centaines de managers, un tiers en startup, un tiers en PME, un tiers en grand groupe, parce que je considérais que sur ces sujets de management, il y avait à la fois du bon et du mauvais partout. D'ailleurs, ça s'est révélé assez exact dans mes rencontres. C'est quoi le portrait, vous le dressez, mais j'aimerais que vous me le donniez en quelques mots, c'est quoi le portrait robot du bon manager? C'est un peu comme le chasseur, dans le sketch des Inconnus. Dans les deux cas, d'ailleurs, il tire, le chasseur. C'est quoi le bon manager? C'est une vaste question, mais je dirais que c'est avant tout le bon manager en 2020 en tout cas. C'est vraiment celui qui a compris déjà qu'il était au service de son équipe et c'était plus l'inverse. Fini le petit chef qui pense à l'inverse. C'est clair, c'est en train de basculer. Ça. Exactement, ça on bascule. Vous aviez anticipé quand même, parce que Dream Team c'était avant le Covid, je l'ai pas. Exactement. C'est intéressant. Ouais. Vous n'avez pas attendu le Covid pour vous intéresser au manager. Il y a quand même une notion de courage, vous dites, une notion d'engagement et une notion, je dirais, de le manager, il est en première ligne. C'est un peu le lieutenant qui part baïonnette au fusil et qui est devant. C'est ça. Hein? C'est vraiment ça. C'est vrai que pendant le confinement notamment, on parlait beaucoup de première ligne en parlant évidemment du personnel soignant. Quand je fais le parallèle dans le monde de l'entreprise, en ce moment, encore plus particulièrement, ce sont les DRH bien sûr et puis les managers sur le terrain qui doivent être là pour transmettre de l'énergie, de l'espoir, alors qu'on est en plein dans une période d'incertitude hallucinante. Et vraiment la capacité du manager à réussir à embarquer son équipe autour du projet de l'entreprise, redonner du sens, de la reconnaissance, dans un contexte, encore une fois, vraiment, vraiment difficile. On en parle beaucoup des managers, de tous ces mots que vous utilisez, de réengagement, emmener ses équipes avec des outils collaboratifs, et une multitude de choses dont on parle ici. Il y a des managers qui vont vous regarder, qui vous écoutent en ce moment même d'ailleurs. Quels conseils vous leur donnez, ces managers qui à la fois sont écrasés par la direction qui leur met la pression, parce qu'il faut continuer à vendre, il faut continuer à développer, et puis les collaborateurs qui en dessous ont leurs difficultés, le gamin à l'école, le Covid, les chiffres d'affaires qui avancent pas. Enfin, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil à ces managers? C'est quoi? C'est la bienveillance, c'est l'écoute, c'est l'autoritarisme, c'est quoi? Moi, je dirais avant tout, en fait, c'est de consacrer du temps à ses collaborateurs. Souvent, en fait, quand on est manager, c'est un peu la variable d'ajustement, l'équipe. C'est-à-dire que les points en tête-à-tête qu'on a calés dans l'agenda,
souvent c'est le premier Il saute. qui saute. Ouais. J'ai pas le temps de te voir, attends, j'ai un Exactement. truc. On s'est déjà dit des trucs, on s'est vu il y a 2 heures, on a parlé à la machine à café, c'est fait. Sauf que pas du tout en fait. Et donc c'est vraiment que l'agenda du manager en fait doit illustrer l'importance qu'il donne à son équipe. Et donc ça doit vraiment être une réalité, et c'est le reste qui doit, c'est plus difficile à faire qu'à dire, mais en tout cas vraiment c'est le reste qui doit s'adapter autour de ces moments d'équipe. Donc on l'a dit, c'est un livre qui compile aussi. Hein, ça vous évoque quelque chose, Dominique Cristino? Je vous vois rire, attention. Hein. Animer et faire grandir. Bah oui. C'est ça le rôle d'un manager, d'un entrepreneur. Animer Faire et grandir. faire grandir ses équipes. Et non pas rapetisser. Non. C'est parce qu'il y a quand même un débat aujourd'hui où d'abord, beaucoup de collaborateurs ne veulent pas devenir manager, vous avez vu. Bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est un job qui est ingrat? C'est ingrat, c'est vrai que, en tout cas, la perception qu'on en a, parce que je pense qu'aujourd'hui, on ne chouchoute pas assez nos managers. Je parlais de première ligne tout à l'heure, on les accompagne pas assez, on les forme pas assez. On se sent souvent très seul quand on est manager. Or, le manager, au contraire, il est là pour transmettre de l'énergie, faire grandir. C'est-à-dire que moi, je pars du principe aussi que quand un collaborateur rentre dans le bureau de son manager, quand il en ressort, il doit en sortir galvanisé avec encore plus d'énergie avant d'y être rentré. Parce que bien souvent, malheureusement, Les comme vous le sondages disiez, disent l'inverse. Hein. exactement. Ils en sortent un peu en faisant grise mine, ils n'ont C'est rien ça. appris. On leur coupe les ailes, alors Ouais. qu'on devrait les aider en fait à les déployer et à exploiter leurs forces au maximum. Là où souvent le manager il a tendance à appuyer là où ça fait mal, là où le collaborateur est un peu Mais moins. si je peux me permettre, tout ça doit partir de tout en haut. Absolument. Oui, c'est ça. C'est la dynamique qui est Exactement. instillée par celui qui tient l'entreprise et qui va Absolument. apporter C'est comme le ça. chef d'entreprise, le président de l'entreprise. C'est sa responsabilité qu'il y ait ce type de management dans son entreprise. Enfin, c'est vrai aussi C'est pour son travail. Carole, parce que vous étiez à la tête d'un syndicat, vous étiez aussi à la tête d'une petite entreprise aussi, d'une J'étais à certaine la tête manière. d'une PME Et donc de là aussi, 65 salariés. il faut insuffler une dynamique. Bien sûr. Oui, mais en fait, il faut être à la fois incubateur et accompagnateur de talents. Il ne faut pas avoir peur d'avoir de meilleurs éléments que soi dans son équipe, bien au contraire. Ça, c'est un sujet, ça. Ça vous l'avez. permet de grandir Ouais. et ça permet que chacun progresse. Voilà. Ça, c'est un sujet où vous appuyez là où ça fait mal. Je pense qu'une Ah des oui. raisons qui explique tout ça, c'est qu'on fait évoluer les mauvaises personnes au statut, au poste de Et vous manager. l'entendez dans les sondages, c'est le mauvais qui monte. Exactement. C'est souvent en fait le meilleur commercial de la bande va devenir le directeur commercial. Sauf qu'en fait, C'est le bête meilleur parce que commercial c'est c'est pas les mêmes. mieux. C'est Exactement. deux choses différentes. Les compétences ne sont pas du tout les mêmes et effectivement on se retrouve du coup on perd son meilleur commercial Bah oui. et on se retrouve le type Et on ou la déséquilibre femme qui est à la l'équipe. tête. Voilà exactement, on déséquilibre l'équipe. Et on Donc, crée en fait, a plus tout des perdu. tensions à l'interne parce qu'on se dit, lui, pourquoi il est monté? Il vendait bien et en plus on vend moins parce qu'il est monté. C'est Donc ça. il vend Ça plus. peut être un Et vous peu rendez gâché, les quoi. super commerciaux, ce qu'on appelle les super commerciaux, malheureux parce que c'est pas leur truc d'aller. Mais évidemment, c'est pas leur job. C'est comme l'entraîneur et le footballeur. Merci Ludovic Giraudon. Merci à vous. Il y a des très bons footballeurs et des très bons entraîneurs. Et inversement, certains entraîneurs n'étaient pas d'excellents footballeurs. Absolument. Dream Team, Dream Team, Dream Team, Dream Team, 4 fois. Les secrets du meilleur 5 manager. fois même. 1, 2, 3, 4, 5, mais oui, 5 fois. Ludovic Giraudon, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. C'est à découvrir sur les secrets des meilleurs managers. Merci Dominique Cristino, merci Carole Couvert de m'avoir accompagné pour avoir même échangé. D'ailleurs, c'est très intéressant d'avoir vos points de vue. Merci à vous, merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Fanny Gressmer, je la remercie évidemment chaque jour. Elle est incontournable pour fabriquer l'émission. Puis merci à vous qui nous regardez, qui réagissez sur les réseaux sociaux. On se retrouve lundi. Bon week-end, protégez-vous, soyez heureux. Bye bye.